Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Africable, la chaîne du continent. Bienvenue au débat du dimanche. Débat du dimanche, deux titres au cours de ces débats. Investiture du président de la transition, investiture du vice-président de la transition et nomination du Premier ministre. Le Mali a donc un nouveau Premier ministre, Mokhtar Ouane, 64 ans, diplomate de carrière. Nous allons en parler. Nous allons parler de tout ça avec nos invités. Alexis Calambri de Mali Tribune, bonjour. Bonjour. Mon ami Mohamed Agassouri, bonjour. Bonjour. C'est une première ici, j'espère que ça ne sera pas une dernière. C'est un plaisir. Merci. Cheikh Oumar Konari, avocat, bonjour. Moi, je suis ton ennemi. Non, pas du tout. C'est aussi mon ami. Et puis, nous, Traoré, je vous ai présenté la dernière fois comme chef d'entreprise, ce que vous êtes. Alors après, j'espère que les impôts n'ont pas été vous voir. Pas encore. Voilà. Pas encore. Sinon, je peux vous présenter aussi comme quelqu'un de la diaspora. Voilà. Donc, cérémonie d'investiture du président de la transition. Mba Ndao a prêté serment devant un président de la République, un invité, le président de la Guinée-Bissau, devant d'anciens chefs d'État maliens, il y avait du monde également. Nous allons voir cette cérémonie et l'écouter. Malgré le poids des âges, malgré le confort de la retraite, je ne pouvais me soustraire à l'appel du devoir. Je ne pouvais hésiter un seul instant à sortir de mon champ pour venir moi aussi, comme beaucoup d'autres, avec moi et avant moi, à la rescousse de ce pays. Le Mali m'a tout donné. D'être son esclave, soumis, prêt à tout pour qu'il renoue avec la pleine légalité constitutionnelle, avec des autorités élues, des représentants légitimes. Je n'ai pas d'autre mission, je n'ai pas d'autre prétention. Il s'agit pour moi, et il doit s'agir pour chacune et chacun d'apporter sa petite contribution, sa petite pierre à la consolidation de l'édifice national. Car la maison commune est ébranlée, affaiblie, humiliée. Elle tremble dans ses fondements depuis au moins une décennie. Voilà, Mohamed Agassouri, je vous ai vu prendre note. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qu'il a dit? En fait, au cours de cette cérémonie-là, on a tous les Maliens qui ont suivi la cérémonie ont mis quand même un visage sur les noms. Beaucoup ne les connaissent pas, donc on était très curieux de savoir que pense Tere Zéli, qui est le colonel Bandao. Et je pense que dans son discours, il y avait l'essentiel, mais il y avait quelques points qu'il n'a pas si touchés, qui demeurent quand même des questions essentielles de la nation. Alexis Calabri. Oui, c'est vrai que le discours nous présente un peu son programme pour la transition, mais en faisant de la sémiotique, on voit quelqu'un qui est nerveux, qui est pressé à se mettre à la tâche et en tout cas dans le discours on a senti quelqu'un qui est prêt à la tâche, qui veut servir, qui veut tout de suite se mettre en mission et qui a décliné dans les grandes lignes son programme. Donc je pense qu'à ce niveau c'est assez rassurant. Nous Traoré, oui. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Alexis. On a assisté à un grand discours de quelqu'un qui semble attaché à des principes et qui semble aussi nous indiquer que la solution sera malienne, parce qu'il a insisté sur le fait que c'est nous qui sommes à la base de nos problèmes et c'est aussi à nous d'essayer de résoudre nos problèmes. J'espère que les actes vont être à la hauteur du discours et des paroles qu'on a entendues. En tout cas, c'est rassurant au niveau du discours. Cher maître. Oui, moi j'ai vu un homme très grand de taille. Je ne le connais pas,
Mais il me rappelle sur ce point-là un Moussa peu Traoré, Modibo Keïta. Modibo Keïta. Le ton ressemble beaucoup plus à celui de Moussa Traoré, dont il fut l'aide de camp. Et j'ai senti une grande conviction, une grande sincérité dans son discours. Et ces trois thèmes qui animent ce discours-là, la lutte contre la corruption, de bonnes élections et le redressement militaire du Mali. Maintenant, Bandao est précédé d'une flatteuse réputation. Depuis sa désignation, je n'ai pas entendu une seule critique personnelle le concernant. C'est extrêmement rare dans ce pays. J'avais demandé qu'on cherche l'oiseau rare, mais je ne savais pas en réalité que cet oiseau-là existait encore au Mali. Il y a des a priori favorables, ce qu'on peut appeler des a priori favorables sur le nouveau président de transition. Il a parlé, vous l'avez dit tout à l'heure, il a dit, moi j'ai trouvé ça modeste de sa part, il a dit la transition ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire en 18 mois. Mohamed, Tout à fait. modestie, fausse modestie. Je crois qu'il a fait preuve de réalisme parce que c'était un débat qui s'était installé suite à la démission de l'ancien régime. Il y avait beaucoup de propositions. On parlait de refonder l'État, on parlait de réécrire en fait les institutions maliennes. Et c'est très difficile de les faire en 18 mois. Et je pense qu'en priorisant la question à la sécurité et aux élections, je pense que c'est l'essentiel. Sécurité, élection, mais il a également parlé de justice, mais sans faire trop de bruit. Il a dit tous les dossiers du vérificateur général, enfin le monsieur anticorruption, seront mis à la disposition de la justice. Est-ce que Noum Traoré, son discours n'est pas incomplet, parce que le problème, ce n'est pas de mettre les dossiers à la disposition de la justice, mais le problème, c'est de donner les moyens à la justice de faire son travail, non ? Oui, il faut donner les moyens à la justice de faire son travail, mais il faut aussi une volonté politique de la part de l'exécutif pour l'accompagner. Et sans cette volonté politique, c'est impossible qu'il ait les moyens matériels dont elle a besoin pour faire son travail. Il me semble que ça a été souligné dans les discours, de donner des moyens à la justice. Et s'il réussit à enclencher une lutte réelle et implacable contre la corruption, je pense que ça peut être un coup de pouce pour un régime démocratiquement élu qui va suivre et qui aura en charge de continuer cette lutte-là, parce que c'est un fléau qui détruit un peu tout ce qui se fait dans notre pays. Je voulais insister là-dessus, Alexis, par rapport à la lutte contre la corruption. Est-ce que vous pensez par exemple qu'au bout de ces 18 mois, il faut mettre le turbo sur la lutte contre la corruption, ou du moins pendant cette transition, il faut mettre les fondements, ce que j'appelle les institutions fortes, pour que le président démocratiquement élu, dans 18 mois on l'espère, puisse ouvrir ces chantiers-là en disant on a posé la fondation, on ne peut plus reculer, on est obligé d'avancer. C'est-à-dire, moi, à la limite, je serais plus pour une solution qui serait qu'on aille dans le cadre de la refondation à faire des textes, à la limite, qui vont limiter ou rendre difficile ou en tout cas compliquer la tâche à la corruption, à des textes qui vont répondre à toutes nos préoccupations présentes et à venir, de sorte que les crises soient le moins possible, le moins nombreuses possible. Mais vous savez, la lutte contre la justice malienne ne manque pas de dossiers d'abord dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et si je prends que le cas je ne prends même pas les dossiers du bureau du vérificateur où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de polémiques, mais vous avez les dossiers du CENTIF où il n'y a pas de bruit. Le CENTIF travaille sur la base de faits, donne les dossiers au procureur qui n'a même pas l'opportunité de la poursuite, qui est obligé de poursuivre, mais il n'y a aucun dossier à ce jour qui a connu de poursuite. Donc, je pense que oui, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est vraiment que la transition travaille à nous refaire des textes, que la transition travaille à remodeler le Mali et le Malien. Je ne demande peut-être pas qu'on passe par perte et profit tout ce qu'il y a eu comme corruption, mais au moins qu'on essaie de partir sur de nouvelles bases. Maître Konaré ? Oui, vous avez dû oublier que le président Bandao a promis de transmettre tous les dossiers
à la justice, mais aussi de donner à cette justice les moyens de son travail. Moi, je me méfie beaucoup du mot corruption et du mot lutte contre la corruption. Derrière ces vocables-là se cache généralement une malice, une volonté d'écarter ou d'écraser l'adversaire politique par des dossiers de justice. Allez en Côte d'Ivoire, allez dans d'autres pays de la sous-région, c'est ce même phénomène qui se produit. Celui qui est au pouvoir utilise la justice pour éliminer des adversaires politiques. Il faut faire très attention, surtout que la transition est marquée déjà par de très vives tensions et il est très tentant pour les nouveaux maîtres du jour d'utiliser la justice comme une sorte de moyen d'élimination politique. Mais je voudrais dire que tant qu'il y a démocratie, il y aura corruption. La démocratie, le soubassement même de la démocratie représentative, c'est la corruption. Dans tous les pays démocratiques du monde, c'est le cas. Alors donc il faut faire très attention avec ces vocables-là. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que en considération de ce que je crois, j'ai beaucoup de respect pour ce que Badaou a dit. Il a dit, je ne peux pas vous promettre zéro corruption, mais je vous promets zéro impunité. Il y aura corruption, mais la sanction suivra lorsqu'on vous découvrira. Il a prêté serment, mais la deuxième surprise, c'est que le vice-président a quand même prêté serment. On ne s'attendait pas forcément à cela, Mohamed. Tout à fait. Surprise. Est-ce que le colonel Goïta vous lui dit, je le marque? Tout à fait. Cette cérémonie d'investiture annonce un peu les couleurs de ce que va devenir cette transition-là. Et ce qui m'a le plus marqué, bien avant même les discours, je ne sais pas si c'est une faute protocolaire ou quelque chose comme ça. Nous avions le président et le vice-président côte à côte. Je ne sais pas si ça se fait. Sur le plan du protocole, vous pensez que le président voilà, devant, le président, mais on verra sur les prochaines images. Voilà, donc ça annonce déjà avec la nomination dont on va parler tout de suite. Je pense qu'on va découvrir également une différence de style parce que Mbandao, c'est un officier de deuxième génération de l'armée malienne, juste les premiers formés après les indépendances. Et pratiquement, c'est un officier de bureau parce que sur sa biographie qu'on a vu ça et là, on pense, j'ai pas vu s'il a mené des opérations où il est allé sur le terrain. Contrairement à lui, vous aviez des officiers que j'appellerais de troisième génération, qui sont les fils de la deuxième génération, qui sont un peu allés sur le terrain, qui ont été formés ailleurs, qui ont une fougue, ça se sent, de la jeunesse. Donc ce tandem-là sera très très animé. Et bon, on va parler de la suite. Nous, Traoré, vous pensez qu'entre le président de la transition et son vice-président, ça peut, au lieu d'être une cohabitation, devenir très rapidement une cohabitation, si vous permettez l'expression? C'est possible, d'autant plus qu'aujourd'hui, à date, vu qu'on n'a pas encore la version définitive de la charte, on ne sait pas comment on articule le rôle entre le président et le vice-président de la transition, et que ce n'est pas non plus dans nos traditions d'avoir un vice-président au Mali. Donc je pense qu'il y a une clarification qui est nécessaire pour que durant cette courte période de la transition, on ait un leadership clairement identifié et qu'on ait un boss qui définit ce qui doit être fait et qui définit la marche à suivre par l'ensemble des équipes qui vont conduire le Mali durant cette période. Donc une clarification s'impose pour pouvoir avancer et éviter tout problème à ces sujets. Alors, je voulais passer à un autre thème, mais vous parlez de charte de transition, ça me paraît quand même important, puisque la junte, le président de transition, il était clair sur des principes, il veut être un homme de vérité, un homme de droit, dire ce qu'il va faire. Le Mali nouveau, si vous permettez l'expression. Pourquoi, après des journées de concertation, où on a vu venir des gens d'Ansongo, d'un peu partout du pays, des gens qui ont parlé de la charte de la transition, on n'a toujours pas, Alexis, aujourd'hui, la charte finale de la transition. C'est-à-dire un élément, un document quand même important pour baliser la transition. Pourquoi on n'a pas ce document, à votre avis? En fait, c'est inquiétant. Si vous voyez un peu ce qui coince
avec la CEDEAO, il y a cette question de charte. En fait, tout ce qu'on a plus appris sur la charte de la transition à travers la CEDEAO qu'à travers la jeune jusque-là. Et parmi les conditions posées par la CEDEAO, c'était que le vice-président ne remplace en aucun cas le président en cas d'empêchement. Or, le procureur, dans sa lecture, a précisé que le vice-président remplace le président en cas d'empêchement. Ensuite, est-ce que ça va passer au niveau de la CEDEAO ou est-ce que ça va être expurgé après? Ça, c'est la bonne question. Mais l'autre aspect, pour revenir à nous, oui, même là, entre deux hommes, c'est vrai qu'il y aura une question de personnalité propre, mais on a fait les choses à l'envers chez nous, en ce sens que le président nomme un vice-président à défaut d'être nommé ensemble, mais chez nous, c'est le vice-président qui a nommé le président. Donc, ça complique un peu les choses. Et pour encore reculer un peu, j'ai senti Maître déjà dans sa plaidoirie, parce qu'il a des clients, des avocats, des clients qui sont inculpés ou susceptibles d'être inculpés, dans le cadre de cette lutte contre la corruption. Donc, je sens qu'il prépare le terrain déjà pour ça. Ça, c'est pas moi, c'est Alexis qui le dit. C'est un procès en sorcellerie. C'est Alexis qui le dit. Le procès. procureur de la Cour suprême, il a demandé au président de transition de libérer les prisonniers. Mais il a dit libérer les prisonniers. De manière un peu combinatoire. Moi, ça m'a un peu surpris. Mais avant le procureur général, oui, on parle j'avais demandé. Oui, mais vous, ce que vous dites, c'est important, mais ce que le procureur dit est plus important que ce que vous dites. Mais pourquoi donc? Mais si, parce qu'on parle de l'investiture. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Votre avis? Parce que tout simplement, le Mali prétend, continue de se prétendre un état de droit. On n'est toujours pas un état de droit, c'est ce que vous dites. Non, on ne l'est surtout plus. Parce que tout ce qui se passe maintenant, là, c'est inutile de parler de légalité et de constitutionnalité. Nous sommes dans une situation d'exception. Nous sommes en train de patauger comme un poisson dans l'eau en cherchant, si vous voulez, une issue. Quiconque vous dira que ce qui se passe, c'est la légalité, vous aura menti. Depuis quand la Cour suprême peut-elle recevoir le serment d'un président qui jure de respecter la Constitution, mais qui s'appuie d'abord sur une charte de transition? C'est impossible. L'acte fondamental du CNSP qui prétend modifier la Constitution, c'est totalement en dehors de toute légalité. Donc nous ne sommes pas dans la légalité, nous sommes dans une situation d'exception. Il faut l'accepter parce que la CEDEAO veut nous faire retourner à la légalité constitutionnelle, mais avant que cela ne sera possible que quand un nouveau président aura été élu. Moi, je vous le dis parce que je parle en spécialiste. Hein? Et donc, il ne faut pas se faire des illusions par rapport à ça. Maintenant, ceux qui sont détenus doivent être libérés. S'ils ne sont pas libérés, ils doivent être confiés à la justice. Mais au moment où nous parlons, ce sont des personnes en détention arbitraire. Oui, c'est ça. Voilà, ça, ce n'est pas non plus de la légalité. Alors, on va avancer. Vous parlez de la CEDEAO. La CEDEAO, malgré la cérémonie de prestation de serment, d'investiture, n'a pas levé les sanctions parce que la deuxième condition, l'autre condition importante, c'était la nomination d'un Premier ministre. Un Premier ministre civil. Ce qui vient d'être fait. À un moment, on a pensé beaucoup à Oumat Tamli. Mais en fait, on a vérifié, il n'était pas là pour ça, il n'a pas été contacté, il n'est pas demandeur, donc il n'était pas sur la liste il était sur la liste des premiers ministrables, mais ce n'est pas une discussion qu'il a eue avec la junte. Et c'est Wan Moktawan, un Wan peut cacher un autre, parce que vous vous souvenez, on parlait d'Habib Wan, c'est Moktawan. Le voilà, c'est ancien ministre des Affaires étrangères de 2004 à 2011. Il a été également conseiller diplomatique à Koulouba. Il a été
représentant du Mali à Washington. Et puis c'est lui il était à l'UEMOA. Il était le monsieur paix et sécurité de l'UEMOA. Donc c'est lui qui était nommé Premier ministre du Mali. Je sais également qu'il a 64 ans. 64 ans, il adore lire, les livres anciens, d'après ce que j'ai appris également. J'aimerais avoir votre point de vue, le premier sentiment comme ça. Est-ce que, bon, moi je savais déjà un peu depuis hier, toujours avant toi, excuse-moi. Mais ça vous a surpris, ça? Moi, ça m'a surpris parce que j'ai vu pendant longtemps plus Sayo Laminso, dont le On en nom a parlé a aussi. émergé pendant longtemps. Mais bon, quand c'est venu, alors, si je vois, c'est vrai, vous avez dit, il s'occupait de paix et sécurité au niveau de l'IMOA. Avant, il s'est occupé dans la même institution de sa diplomatie. Mais donc, ça fait que peut-être il comprend et il appréhende mieux les questions sécuritaires au Sahel dans sa globalité. Ça, c'est un atout. Et l'autre atout que je vois, c'est au moins un équilibre. Autant le président semble vraiment difficile à arrondir les angles et à ruer dans les brancards, autant lui est un diplomate qui est fin, qui sait arrondir les angles et qui sait jouer sur les termes. Donc je pense qu'il peut s'équilibrer à ce niveau-là. Il a un carnet d'adresses, c'est sûr, parce que je le disais tout à l'heure, il était ministre des Affaires étrangères, ambassadeur, représentant spécial représentant du Mali à l'ONU. Il a occupé d'autres postes de responsabilité, conseiller diplomatique du président de la République, donc beaucoup voyagé. À l'UEMOA, c'est quand même la zone franc, la zone CFA. Qui veut prendre la parole sur Mokhtar Wane? Oui. Moi, je le félicite. Vous vous positionnez un peu là, non? Je ne me positionne nulle part. D'accord. Moi, je suis un observateur indépendant. Ça me rassure. Voilà, je ne cherche aucun poste. Voilà, allons-y. Je n'ai même pas mis les pieds à Kati. Voilà. Alors, donc, je dis que Mokhtar Wane est pétri de diplomatie. C'est un diplomate accompli qui cherche, qui va pouvoir arrondir les angles. À mon avis, son choix est plutôt judicieux. Si on n'avait pas pris un diplomate, on aurait dû prendre un économiste. Mais un diplomate peut tout aussi bien faire l'affaire s'il a, comme Mokhtar Wane, l'expérience nécessaire, le carnet d'adresses nécessaire. Ça va nous aider à contourner ou en tout cas à nous entendre avec la communauté internationale. Ça va aider à l'intérieur les différents blocs à renouer le dialogue parce que Mokhtar Wane n'a pas, à ma connaissance, d'obédience politique. Ça peut faciliter les contacts entre les ténors de l'ancien régime et les nouvelles autorités et de l'autre côté les partis responsables du M5. Est-ce que dans les Mokhtar Wane, à votre avis, il ne faut pas avoir une malice dans ce que je dis. Est-ce que vous pensez qu'il lui sera facile d'avoir une place entre le président, ancien militaire, et le vice-président militaire? Il a sa place? Encore une fois, je reviens à la charte. Il faut que la charte nous dise c'est quoi le rôle du vice-président par rapport au président, mais aussi par rapport au Premier ministre, qui va être le chef de l'exécutif. Et pour revenir à Mokhtar Wane, c'est vrai que c'est rassurant dans le contexte actuel de voir son parcours et sa connaissance des questions de paix et de sécurité. En revanche, sur le plan de la nouveauté, je pense qu'on a un peu perdu parce qu'il a été partie prenante de tous les régimes précédents. Presque depuis Moussa Traoré. C'est un haut fonctionnaire, il a occupé beaucoup de responsabilités. Mais je pense que c'est dont on a besoin actuellement, au-delà des CV bien remplis, ça on l'a eu depuis une trentaine d'années, voire plus, on a besoin de personnes capables d'exécuter parce qu'on connaît les mots du Mali. Beaucoup de solutions ont été proposées, mais est-ce qu'il a cette capacité de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour qu'à l'issue de la transition, on puisse aller sur de bonnes bases?
Ça, je ne le sais pas. Je pense qu'il faut qu'on le voit à l'œuvre pour en juger. Mais en tout cas, il est clairement, même s'il est issu de... Il est peut-être pas politique, mais pour moi, il est comptable quelque part du bilan, vu son expérience gouvernementale passée. Alexis, j'ai un souvenir de Mokhtar Wan, ministre des Affaires étrangères, donc il est remplacé. Passation de service, passation de témoin, et puis il prend sa voiture, comme s'il était très heureux au volant, et il quitte le ministère. Et il allait dans un quartier, on le disait proche d'Abad Diawara. Est-ce qu'il n'était pas un peu politique quand même, non? Non, non, c'est quelqu'un qui est d'un commerce facile, agréable et qui, justement, a comme atout le fait de pouvoir facilement discuter avec tout le monde. Il était là, justement, au début de la crise sous ATT, ministre des Affaires étrangères, quand éclatait la crise, et on l'a vu comment il a fait le siège de Alger tout le temps pour trouver des solutions. Donc, sur le plan sécuritaire, on peut dire qu'il n'est pas un terrain inconnu. Le dossier ne lui est pas étranger ou nouveau. Peut-être, on peut dire que sur ce plan, la junte, on sent quelques frustrations de la part peut-être de ceux qui s'attendaient au poste, de la part de ceux qui avaient des candidats qui n'ont pas été retenus, mais de façon générale, on peut dire avec les 2 nominations que nous avons eues pour le moment, qu'ils ont le profil de l'emploi. C'est vrai, on est dans un contexte où on ne peut plus signer de blanc-seing à quelqu'un, on est obligé d'attendre les gens, de les voir à l'œuvre pour croire. On n'a plus de temps d'observation, mais on peut dire que pour le moment, ils ont le profil de l'emploi et ceux qui ont choisi ont eu la main heureuse. Mohamed Agassori, je rappelle, vous êtes un analyste politique, un communicateur. Mokhtar Wan à la tête de quel gouvernement? En principe, selon l'une des versions des chartes qui avaient circulé, c'était pas plus de 25 personnes. Voilà. Oui. Vous le voyez à la tête de quel gouvernement? Bon, en fait, peut-être je vais essayer de revenir parce que vous m'aviez sauté sur la précédente question. Oui, mais ce n'est pas dans une classe où on avait Oui, non, poser la même question. je vois. Mais en fait, allez-y. j'avais un petit point de vue parce que Mokhtar Wan vient de compléter la photo, c'est-à-dire du trio qu'on aura au niveau de l'exécutif. Ce n'est pas une première en soi parce qu'en 2012, nous avions déjà expérimenté un tricéphalisme informel, mais ce qui change cette fois-ci, c'est formel, selon... un triumvirat plutôt. Un triumvirat ou un gouvernement, un exécutif à 3 têtes. Entre les tempéraments du nouveau chef de l'État, de son vice-président, et Mokhtar Wan, que je ne connais pas bien, mais qui a plutôt une personnalité effacée, je crois que ça équilibre mieux qu'en ayant un premier ministre un peu agressif ou un peu existant sur le plan médiatique. Je verrais bien peut-être un gouvernement de mission, un gouvernement resserré, mais les attentes sur le plan politique, parce qu'il y a des groupes politiques importants qui s'attendent quand même aux retombées de la transition, parce que ça ne va pas se faire sans eux. Donc on aura un gouvernement de mission, mais avec certaines formations politiques. C'est la transition que je cherchais. Merci Mohamed. Pour dire où est le M5, le mouvement de contestation qui a contribué à la chute du président Ibeka. Est-ce que les livres d'histoire dans ce pays ne vont retenir qu'une chose, que le M5 a contribué à faire tomber Ibeka, pour parler de manière comme ça, et qu'après le M5 a disparu? Est-ce que c'est bon, c'est un peu provocateur, c'est ma nature. Je commence par toi. Tu fais de la satire. Oui, voilà. Alors, ce que moi je dirais... Voilà, on voit les images de Choguel au temps fort du M5. Des livres d'histoire seulement. Pardon, vas-y. Ce que je voulais dire par rapport au M5, c'est que l'objet de la société est atteint, a expiré, c'est éteint. On s'était réunis au niveau du M5 pour abattre le régime d'Ibeka. Le régime a chuté. Donc l'objectif commun qui rassemblait les différents chasseurs s'est éteint. Donc le rassemblement a en réalité cessé d'exister.
Parce que dès la chute de Ibeka, tout le monde a pris sa valise, ses chaussures et tout le monde est allé frapper à la porte du nouveau pouvoir. Chacun cherche à se positionner. La lutte contre Ibeka est terminée. C'est la lutte pour le pouvoir maintenant qui commence. Et aucun membre du M5 n'est prêt à aider l'autre à obtenir la moindre parcelle de pouvoir. Mais si je peux me C'est permettre... ce qui explique, si vous voulez, ce grand désordre, cette grande implosion. Je voulais vous relancer là-dessus. Je voulais vous relancer, Maître Konaré. Mais quand même, il faut dire une chose, c'est que jusqu'à présent, la junte n'a pas accepté le mariage avec le M5. La junte n'a pas accepté. La charte de transition dont vous parlez devait être écrite à deux mains, c'est-à-dire une main la junte, une autre main. Il y avait des experts, c'est vrai, mais ensuite la junte devait faire valider la charte par le M5. Je peux dire que la junte a dribblé le M5, c'est pas la première fois. Ensuite, il y a eu du bruit, la junte s'est fâchée, le M5 s'est fâché, elle est revenue à de bons sentiments. Elle a quand même présenté 14 candidats au poste de Premier ministre et personne n'a été choisi. C'est-à-dire que l'idée aurait pu être de dire, il y a deux poumons de même corps, la junte et le M5. Mais le M5 n'a pas la primature, le M5 n'a pas la vice-présidence. Le M5, disons les choses clairement, n'a pas compté pour le choix jusque-là des dirigeants de la transition, cher ami. Il est clair pour tout observateur politique que la junte militaire ne porte pas le M5 dans son cœur. On peut le dire ça maintenant. Même pour l'autre jour, par exemple, vendredi soir, je crois, il y a eu une réunion au niveau du comité stratégique du M5. Il était question d'envoyer les CV. Mais Choguel Maïga a clairement dit qu'il n'enverrait pas lui son CV. Pour plusieurs raisons. Il reproche à la junte de continuer à exister pendant qu'un président est déjà nommé. Il se plaint du fait que le M5 n'a même pas reçu d'invitation à l'investiture du président et du vice-président. Et troisièmement, il constate que la junte n'a jamais voulu faire de feuille de route commune avec le M5. Donc la junte n'aime pas le M5. Aujourd'hui, le M5 a explosé et le M5 a cessé d'exister dans la réalité. Aujourd'hui, ce sont des éléments du M5 qui vont individuellement à la conquête du pouvoir. On peut mettre le M5 dans les livres d'histoire désormais. Mohamed, vous êtes d'accord, c'est pas un peu dur ne suivez pas trop, Konaré, je vous préviens. Non, je suis pas... Mais en fait, les M5, dès le départ, les M5 a toujours été divisé. Même au moment fort de leur lead, vous aviez des tendances, vous avez des extrémistes, des modérés. Au lendemain du putsch aussi, les M5 s'est encore divisé. Vous avez parmi les M5, notamment les plus jeunes ou la nouvelle génération qui étaient pro-CNSP. Et vous avez quelques anciens proches du mouvement démocratique, du FSD par exemple, qui étaient vraiment... qui n'étaient pas pour en fait les CNSP. Et ce qui m'inquiète, ce qui me surprend en fait dans cette question-là, c'est l'absence de l'imam dans les débats. Où est passé l'imam? Il y a des versions selon lesquelles il aurait des accointances avec les CNSP. Il y a selon lesquelles il s'est retiré depuis qu'il a promis de retourner dans sa mosquée. Mais c'est ce qui joue aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est le CNSP qui a détruit les M5, mais c'est la nature même des M5 qui l'a rattrapé. Très rapidement, une information. Vous parlez de Mahmoud Dicko, l'imam Mahmoud Dicko. Je sais de bonnes sources. Il a dit je retourne dans ma mosquée, mais je sais de très bonnes sources que la junte lui a proposé de prendre la tête d'un conseil consultatif et que pour le moment, il a refusé en disant moi, je retourne dans ma mosquée. Est-ce que le fait de dire je retourne dans ma mosquée, ce n'était pas la meilleure position qu'il avait pour peser davantage sur le cours des événements? Allez-y, Mohamed. Oui, juste un petit point, c'est-à-dire selon la charte, cette charte invisible, le partage n'est pas terminé, il reste toujours une institution, notamment les CNT. Peut-être que cette dernière part reviendrait au M5. Mais on peut penser que le M5 ira dans le gouvernement. Non? Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, des responsables du M5 qui rêvaient de devenir Premier ministre et qui ne sont pas Premier ministre, est-ce qu'ils vont accepter de venir, par exemple, dans un gouvernement? En fait, pour revenir au premier point, pour moi, l'objectif principal, en tout cas dans ma lecture de la lutte du M5,
qui va au-delà du comité stratégique du M5 et des leaders qu'on voit souvent au micro, hein, des vidéastes et des télévisions. C'était pas uniquement de faire partir Ibrahim Boubacar Keïta, c'était aussi de lutter pour une meilleure gouvernance. Parce qu'on sait quand même que l'un de nos maux, peut-être le mal principal de notre système politique, c'est la mauvaise gouvernance. Et si cela est vrai, la lutte du M5 n'est pas terminée. Donc peut-être que ceux qui se battaient pour avoir des postes vont arrêter de se battre dans le cadre du M5, mais quand on descend dans la société malienne, les gens qui étaient à la base du M5, qui remplissaient la place de l'indépendance, beaucoup d'entre eux, je pense qu'ils vont continuer à se battre sincèrement pour qu'en fait, on puisse avoir une gouvernance réelle et vertueuse. Et ça, c'est toujours d'actualité. Alexis, est-ce que vous pensez par exemple qu'on peut revoir le M5 se reconstituer, faire des mouvements de rue en disant on n'est pas d'accord avec la gouvernance, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, ou bien ils deviennent des anciens combattants, enfin des anciens combattants. Vous savez, ils ne nous écoutent pas, donc on peut... moi j'étais de ceux qui n'étaient pas d'accord avec le départ d'Ibeka. Quand je discutais, je leur disais, on peut partager la justesse de vos revendications, mais le départ d'Ibeka n'est pas une solution. En fait, ce qui est arrivé, le M5 n'étant pas un mouvement uni et homogène, ils ont refusé tous les sujets qui fâchent. Il y avait des contradictions et des débats à avoir en leur sein qu'ils ont repoussés. C'était justement cette question de leadership, c'était cette question de l'après-Ibeka, puisque c'était devenu une condition non négociable. Ils n'ont jamais voulu réfléchir au fait que si Ibeka part, comment on fait. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait 14 candidatures pour la primature. Dès lors que c'est comme ça, la première lecture de la jeune, c'est que ce n'est plus un mouvement uni et homogène. Et en faisant des propositions à l'interne, on divise mieux encore le groupe et on le fragilise. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Si vous avez d'ailleurs écouté Kaoujim, depuis les débats au CICB, il a dit le M5 est mort de sa belle mort, même si après on a voulu le lyncher. Mais les faits, quelque part, tous les jours lui donnent raison. Il est évident que cette dislocation va s'accentuer d'abord avec la formation du gouvernement, parce que je sais que les M5, s'ils ont beaucoup, c'est 5 au sein du gouvernement. Alors s'ils n'ont que 5, sur quelle base ces 5 vont être choisis? Puisque déjà pour la primature on a 14, ça veut dire que pour le gouvernement on aura plus. Donc s'il n'y a que 5 qui sont pris, ça accentue les frustrations. Et si on descend encore au niveau du conseil de transition, le M5 pour moi, sans être excessif comme maître pour dire c'est appartient au livre d'histoire, a besoin d'un nouveau leadership en dehors de l'imam qui était juste une autorité morale qui veut de plus en plus se retirer, a besoin de se recentrer, a besoin que quelqu'un prenne le lead, peut-être avec ceux qui veulent continuer la lutte, mais en étant plus clair, parce que si on les écoutait, eux, c'était, comme disait tout de suite nous, un combat pour plus de bonne gouvernance et pour un changement. Si on a ces changements, la mission est terminée. Maintenant, ils n'ont jamais dit on veut le pouvoir ou on veut gouverner. Ce n'était pas dans leur... Alors le M5, c'est le mouvement qui a participé à la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est aussi quand même sa jeunesse. Les Mohamed Salia Touré, Kaoujim, l'ami Koulibaly, tout cela, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous pensez qu'ils sont obligés de migrer vers d'autres partis politiques? Ou puisque c'était un mouvement quand même hétéroclite, on avait la CIMAS de Diko, on a Espoir Malikoura de notre ami Cheikh Oumar Sissoko, on a le FSD. Est-ce que chacun va retourner à la maison ou ils vont essayer quand même de se reconstituer pour donner un autre souffle, une nouvelle respiration politique, j'aime bien cette expression, à leur action?
Pardon. C'est-à-dire que Après il faut comparer le M5 par caricature à un groupe de villageois. Ils ne sont pas des villageois. Ils seront pas contents. Laisse-moi terminer. Non, non, attention. Voilà, c'est-à-dire nous sommes au village, Caricature. telle personne est un maçon, lui c'est un cultivateur, l'autre c'est un boucher. Alors voilà le lion qui est en train de paître dans les champs et que tout le monde s'est ligué pour abattre le lion. Maintenant, une fois que le lion est abattu, mais toi tu ne connais rien à mes affaires, moi non plus à tes affaires, chacun va à ses affaires, chacun va chercher à manger. Et donc, la collectivité va être dissoute. Maintenant, le FSD reprend ses droits, Oumar Mariko retourne là d'où il est venu, et Cheikh Oumar la même chose, donc le mouvement explose. Maintenant, pourquoi le mouvement? Qu'est-ce qui peut amener une reconstitution du mouvement? C'est deux choses. La première, lorsque le nouveau pouvoir va se mettre à persécuter les leaders du M5, là, ça peut pousser le M5 à se reconstituer pour lutter contre le pouvoir de transition. Deuxièmement, si les scandales se mettent à exploser, à jalonner le chemin de la transition, le M5 peut se reconstituer. Donc pour éviter cela, je demande au pouvoir de transition, comme je l'ai toujours demandé à tous les pouvoirs, de ne pas fermer la main, de ne pas fermer les bras, d'ouvrir large les bras au M5, afin de permettre aux uns et aux autres de sortir parfois du désespoir financier où ils vivent. Donc, un parti politique, c'est aussi une industrie alimentaire. S'il n'y a plus de matière à moudre, là, c'est très grave. Il faut chercher à alimenter les gens. Est-ce que vous pensez, vous voyez le Premier ministre, le nouveau Premier ministre Mokhtar Wane, est-ce que vous le voyez aller vers le M5 en disant, bon écoutez, moi je ne vais pas faire comme la junte, venez avec moi. Est-ce que vous le voyez comme ça? Oui, enfin, moi je pense que les autorités doivent travailler avec le M5, pas dans une logique de partage de gâteau. Parce qu'on a, c'est une expression qu'on voilà, aime bien. on a de réels problèmes à résoudre. Donc on sait que le M5 a manifesté sa volonté et on l'a vu sur le terrain. Il y a quand même eu 23 victimes. Une pensée à la famille des victimes. Et donc ce n'est pas anodin. C'est des gens qui ont voulu le changement, qui se sont battus pour cela. Et tous les Maliens, dans leur écrasante majorité, souhaitent qu'il y ait du changement dans la gouvernance, dans la manière dont on gère les affaires publiques. Donc je pense que le M5, en tant que force du changement, de ce point de vue, les autorités doivent travailler avec ce groupement. Par contre, c'est hétérogène, comme on l'a dit, c'est hétéroclite, pardon. On a des gens qui sont issus de la société civile, on a des partis politiques. Donc ceux qui aspirent à diriger un jour, qui retournent dans les partis politiques, qu'ils aillent préparer les différentes campagnes, qui travaillent sur leurs propositions et qui viennent conquérir le pouvoir. Donc je ne m'attends pas à ce qu'on les rappelle pour leur demander de venir dans un gouvernement. S'ils viennent dans le gouvernement, ça devrait être sur la base de leurs compétences et uniquement de leurs compétences. S'il y a des postes qui sont disponibles, on doit regarder au niveau de tous les Maliens, qu'ils soient du M5 ou pas. Voilà. Bon, d'après mes informations, je le dis comme ça, d'après mes informations, il y a une place qui sera faite au M5 au sein du gouvernement. Dernière question sur le M5. Le M5 sans Diko, sans l'imam Mahmoud Diko. Le M5 sans Mahmoud Diko, c'est un peu les désordres auxquels on a assisté, qui a permis d'envoyer 14 CV. Je pense que si Diko était toujours actif dans les mouvements, on aurait eu une forme de consensus. Pour moi, sans Diko, le M5 va perdre une grande part de sa forte frappe. Alexis, Non. la même question. Oui, non, je pense que ce qui va arriver, à mon avis, vous avez, oui, les gens vont retourner dans leur parti. Vous avez des jeunes qui se sont révélés, qui sont plus des mouvements associatifs. Eux vont, je suis sûr, être récupérés par les partis politiques parce qu'on a vu comment ils étaient disponibles, comment ils étaient engagés. Les partis vont les récupérer. Mais oui, il est évident qu'à ce niveau, rien de durable ne peut se faire avec le M5 pris comme entité globale parce qu'il n'y a personne capable d'engager aujourd'hui le M5.
il n'y a personne qui peut dire j'engage le M5 dans quoi que ce soit en dehors de l'imam parce que il n'est pas investi de telles charges. Un dernier point, avant de terminer, un dernier ou deux derniers points. On l'a beaucoup vu lors de la cérémonie de prestation. Lors de la cérémonie de prestation de serment, il était plutôt modeste, il était en civil. Je vais parler du général Amadou Aya Sanogo. Vous m'avez dit avant l'émission de ne plus l'appeler capitaine bombardé général, je ne vais pas le faire. Mais on l'a vu surtout le 22 septembre. Je me souviens de son képi à feuilles d'or, ses gants blancs, ses chaussettes blanches, son bâton de commandement. À un moment, il était masqué, à un moment, il n'était pas masqué, il lisait un journal en diagonale. Est-ce que c'est un retour en grâce pour vous de celui quand même qui a été l'auteur du coup d'État en 2012? Est-ce que c'est un retour en grâce? J'aimerais bien vous poser cette question. Bon, en fait, la réhabilitation de Sanogo, comme vous l'avez dit, a commencé depuis le 22 septembre. C'était un peu la star du jour. Il éclipsait même les anciens chefs d'État qui ont pratiquement les mêmes grades. Et j'étais un peu surpris encore de les revoir le jour de l'investiture du nouveau président. Et ça contrastait un peu aussi avec les messages, parce que quand on parle d'impunité zéro, il ne s'agit pas uniquement des crimes économiques, il y a aussi d'autres types de crimes. Donc voir Sanogo, dont maître et avocat, si je ne m'abuse, qui est toujours sur le coup d'une procédure judiciaire, le voir dans une cérémonie où on parle vraiment de tolérance zéro, et je crois qu'il y a des choses à revoir sur ce point-là. Je vais passer la parole après Mohamed à l'avocat de Sanogo. Il est parmi nous, il va se reconnaître. Qui prenne ça la parole. Non, ce que j'aimerais dire à Mohamed Agassouri, c'est qu'il y a dans ce pays un principe sacro-saint de présomption d'innocence. Tant que vous n'êtes pas jugé et condamné, vous êtes réputé innocent. C'est à ce titre que beaucoup de gens se baladent dans les rues. Dans les partis politiques, il y a combien de personnes en liberté provisoire? Il y en a une flopée et vous n'en parlez pas. Et donc, Sanogo est dans son droit de se retrouver là où il souhaite parce qu'il est en liberté. Il n'est pas encore condamné. Bon. Mais s'il est là aussi, c'est parce qu'on l'a invité. Moi, je n'en sais rien. En tout cas, il est là-bas. Maintenant, à titre personnel, je pense qu'au lieu de perdre notre temps sur ça, j'aimerais, puisque je n'aurai plus la parole, souligner un point qui m'est cher et qui, à mon avis, va conditionner la réussite de la transition. C'est le fameux accord d'Alger. Tout le monde est en train de caresser la chose dans le sens du poil, promettre qu'on va exécuter cet accord alors qu'il est inapplicable. Ça, on a compris. Tant que le président de la transition ne s'en rend pas compte, tant que le vice-président et le premier ministre ne se donneront pas pour mission de corriger cet accord afin de le rendre applicable, l'insécurité va perdurer. Et ce qui a provoqué la chute de Ibeka va revenir provoquer la chute des nouvelles autorités. Merci beaucoup. Mais vous n'allez pas empêcher les autres de parler du général Aya Sanogo, parce que ce n'est pas vous qui dirigez les débats. Sanogo, retour en grâce, Noum Traoré, vous comprenez bien sa stratégie. Oui, je vous donne la parole. Je comprends. J'étais étonné de voir le général là-bas. Je ne sais pas à quel titre il était. Il était invité probablement. Voilà. Il était invité parce que le protocole l'a conduit. Voilà. À quel titre il était là? Oui. Pour ce qui concerne l'instruction en cours, je n'ai pas de commentaire là-dessus, c'est au niveau de la justice. Et comme le disait Mohamed, je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux symboles. Peut-être qu'il n'est pas encore condamné, donc on ne peut pas. Il faut respecter la présomption d'innocence. Mais en politique, les symboles comptent. Donc quand on prône le changement, il ne faut pas on prenne des décisions, qu'on pose des actes qui vont un peu à l'encontre de cela. Voilà. Et sinon, pour finir, moi je dirais que cette transition, il faut que ce soit... On va revenir là-dessus, c'était juste Sanogo, parce que lui il a voulu conclure tout simplement. Et Sanogo, le retour en grâce de Sanogo, tenu d'apparent... Oui, moi je dirais juste que
il y a certes un message politique derrière tout ça, le tout est de le décoder. Mais en tout état de cause, son apparition n'était pas du tout innocente. Je vais vous poser une question, une dernière question. Le 18 août, coup d'État, renversement du président Ibeka. Aujourd'hui, nous sommes le 27, c'est ça, c'est bien ça. Qu'est-ce qui a changé au Mali depuis? Comme vous voulez, allez-y. Oui, bon, juste peut-être pour revenir à la dernière question, la présence aussi des Sanogo, elle nous renseigne un peu sur la constitution du CNSP, qui, on le sait depuis un certain temps, est constituée en grande partie d'anciens membres du CNRDR et des Sanogo. Pour revenir à la dernière question, beaucoup de choses ont changé. Personnellement, je crois, j'étais un peu pessimiste. Je pensais qu'on allait s'enfoncer. Mais je commence à constater qu'il y a des évolutions positives et il y a juste 2 ou 3 verrous à sauter pour annuler les différentes sanctions. Donc on est vraiment sur la bonne voie, que vraiment les dialogues persistent pour en finir pour de bon. Nous, qu'est-ce qui a changé pour vous? Ce qui a changé, de votre point de vue au Mali, c'est qu'on a assisté à beaucoup de cafouillages. On assiste à beaucoup de cafouillages. C'est peut-être normal, c'est le début, non? C'est peut-être normal, peut-être pas, parce que il est quand même évident qu'on est empêtré dans de graves problèmes. Et quand on fait des concertations nationales, avec plein de problèmes devant nous, il faut qu'on trouve les moyens de se mettre d'accord. Les gens se sont réunis, ils ont produit une charte, et à la fin, personne ne se met d'accord sur la version finale. On a une feuille de route, pas précise du tout, on n'a pas de chronogramme. Et on n'a pas une volonté réelle de discussion, de dialogue entre les différentes couches de la nation. Et je pense que c'est quelque chose à corriger. Il faut que dans les mois à venir, on arrive à une feuille de route consensuelle pour que chacun se mette à exécuter et à travailler pour qu'à la fin, nous puissions avoir un système électoral refondé et puis qu'on puisse faire des élections crédibles et qu'on ait aussi les citoyens qui jouent un rôle un peu plus actif dans le gouvernement, dans la gestion du pays. Voilà. Cher maître, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, à mon avis, et qui porte la marque de ce début de transition, c'est la recherche de l'exemplarité, y compris dans le choix des premiers dirigeants de la transition. Et je dis ça parce que, vous voyez, le choix du Premier ministre, du président de transition, tout ça s'est fait dans l'optique de trouver l'oiseau rare. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le premier décret signé par le nouveau président Bandaou, c'est le limogeage du directeur de la sécurité d'État. Un service extrêmement capital, limoger son directeur de but en blanc, il faut avoir le courage de le faire. Il y a un changement. Donc, ça veut dire que le changement va vers l'exemplarité et cela me réjouit. Alexis, qu'est-ce qui a changé? 18 août, 27 septembre. En fait, il y a beaucoup d'espoir. Et j'explique le fait que les gens sont attentifs pour voir qu'est-ce que tout ça va donner. Mais c'est l'espoir qui renaît, qu'on voit à beaucoup de niveaux. Il faut peut-être terminer par une note vraiment d'espoir, parce que qu'est-ce qui a changé pour vous? Pas beaucoup de choses, oui. Probablement que la CEDEAO devrait lever maintenant les sanctions, puisqu'on a un Premier ministre civil. C'est quelque chose de positif, Mohamed? Oui, c'est positif, mais ça rentre, il y a d'autres conditions, comme la libération des personnalités détenues, comme la publication de la charte. Oui, la publication de la charte, y compris certaines corrections et la nomination du gouvernement. J'espère que je pense que la CEDEAO a été très expérimentée dans ces cas maliens. Le rôle de vice-président dans la charte. Ça coince quand même, le fait qu'on ne puisse pas avoir une charte. Ça, on va terminer. On cherche une note d'espoir, mais on constate quand même qu'il y a... Ça, c'est pour cela que je ne suis pas très rassuré. C'est-à-dire qu'il faut une correction dans la manière de faire. C'est-à-dire, si on veut y arriver, il faut qu'on ait des règles auxquelles tout le monde se soumet. Il ne faut pas qu'on ait des choses qu'on fait au-dessous de la table, qu'on fait des arrangements.
il faut qu'on soit implacable sur les règles à respecter. On se met d'accord sur des choses à faire et chacun le fait. On a trop fait dans l'impunité, on a trop fait dans les arrangements dans ce pays. Il est temps qu'on en sorte. Voilà, on va finir par ça. Le clin d'œil, 3 clins d'œil, ou 2 en fait. Il y a un clin d'œil d'abord à 2 confrères, c'est PC, il va se reconnaître, il fait un heureux événement ce soir. Et Alassane Diombélé, un autre confrère, qui va faire un repli stratégique à partir de ce soir. Et puis un clin d'œil à 3 Ténè. Ténè Sissoko, elle se reconnaîtra. Ténè Mba, elle va se reconnaître également. Et enfin à la Reine-Mère, on va parler tout le temps de la Reine-Mère. C'est qui la Reine-Mère? Elle s'appelle Ténè Awa Tiro. Elle est à la retraite. Et demain, un heureux événement également chez elle. Voilà, ça c'est le plaisir d'avoir présenté ce journal. Tu vois, la même chose. La semaine dernière, je dis le journal, parce que c'est un journal. Tu t'arroses des droits. Oui, c'est un journal du dimanche, voilà, le journal hebdomadaire. Comme dimanche, c'est jour de mariage à Bamako. Dimanche également, c'est jour de débat à Africable. Donc, la semaine prochaine, ne vous en faites pas, beaucoup d'interrogations sur mon ami Tangara. Il est en Guinée, il fait une série de reportages. Vous voyez qu'on fait très attention de ne pas parler de la Guinée pour qu'il n'y ait pas de problème là-bas. Quand il va revenir, on va reparler de la Guinée. Bye bye, je vous salue. Merci d'être venu. C'était vraiment sympathique d'être là. Merci. Bye bye.